L'une des routes les plus chères du monde, je ne savais pas du tout, mais elle se situe en France et on ne peut toujours pas l'utiliser entièrement, vous allez voir. Salut, cette route très chère dont je vais vous parler, elle bat de loin cette voie rapide Kampala-Entebbe en Ouganda et ses 8 millions d'euros par kilomètre. Elle battrait aussi cette autoroute Yaxi en Chine avec ses 270 ponts, ses 25 tunnels et un coût qui approcherait les 10 millions d'euros par kilomètre. Cette route en question, elle se situe sur l'île de la Réunion, le long d'une falaise. Il s'agit de la nouvelle route du littoral et elle devrait coûter au moins 200 millions d'euros par kilomètre. C'est un projet exceptionnel dans sa conception. C'est aussi un projet exceptionnel par son coût qui va se chiffrer à 2,4 milliards. Donc la somme à débourser est considérable. Ce qui m'a marqué, c'est qu'après près de 20 ans de projet, elle n'est toujours pas entièrement en service. En fait, elle a déjà été remaniée à de nombreuses reprises par les élus locaux. Elle est à la fois porteur d'espoir pour de nombreux habitants car elle répond à de vrais problèmes, vous verrez, mais elle est aussi fortement dénoncée pour ses conséquences financières ainsi que ses conséquences sur les paysages et les animaux de la région. Alors pourquoi ce chantier si coûteux reste-t-il toujours inachevé? Je vous explique. Ce projet de route monumentale qui s'étend sur 13 km entre une falaise et l'océan, au début elle devait être mise en place pour les Réunionnais au plus tard en 2020. Aujourd'hui, 5 ans après cette date promise, la route n'est toujours pas entièrement ouverte. Ça va même plus loin, sur environ 20% de la route, les travaux n'ont pas du tout commencé car l'option imaginée est complètement bloquée depuis plusieurs années. Ensemble, on va voir pourquoi cette route monumentale a connu de nombreux obstacles avec des surcoûts qui se chiffrent en centaines de millions d'euros. Mais avant ça, pour ne rien rater de nos vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne de Brut. Les alpinistes entreront à nouveau en action sur la route du littoral d'ici quelques mois. Leur mission, continuer l'installation des filets sur la falaise tout le long de la route de Saint-Denis à La Possession. Pour comprendre l'origine de ce chantier XXL, il faut remonter aux années 2000. En fait, ce projet de route vise à relier la commune de La Possession à l'ouest à la commune de Saint-Denis au nord, qui sont deux poumons de la Réunion en termes de nombre d'habitants et d'activité économique. Jusqu'ici, l'option la plus rapide pour parcourir les 13 km environ entre les deux, c'est cette première route du littoral créée dans les années 1960. On l'a appelée la route en corniche parce qu'elle était vraiment en pied de falaise. Elle était livrée en 1963 sur 2 voies et sur 4 voies en 1976. Alors il s'agit donc effectivement d'une artère vitale entre la région du port, l'ouest, et le bassin nord qui est vraiment le chef-lieu autour de Saint-Denis et on va dire le pôle aussi administratif de la Réunion. Sur ces données de la région, on voit qu'en 1976, environ 10 000 véhicules par jour empruntent cette route. Et puis ce nombre augmente très fortement pour atteindre 50 000 par jour au milieu des années 2000. C'est vraiment 50 000 voitures qui arrivent le matin dans un entonnoir. Sur cette île où les éléments naturels contraignent les aménagements, cette route montre de plus en plus ses limites. D'un côté, elle est exposée à l'océan. Des tempêtes entraînent des dégâts ou des fermetures. Des protections ont bien été conçues, mais elles ne sont pas dimensionnées pour les houles cycloniques les plus élevées. Et elles ne prennent pas en compte la hausse du niveau de l'océan liée au réchauffement climatique. De l'autre côté, la route est bloquée au pied d'une falaise imposante. Nous voici en mars 2006. 30 000 tonnes de roches s'effondrent, ce qui provoque la mort de 2 personnes et en blesse gravement une 3e, selon ce rapport ministériel de l'époque. Plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes qui sont tombés sur la chaussée en pleine nuit. En heure de pointe, ça aurait été probablement plusieurs dizaines de personnes qui auraient pu y laisser la vie. En fait, en période de forte pluie, des pierres se détachent de la falaise, produisant des fermetures de voies, mais aussi des accidents comme le montre ce graphique, dont plusieurs mortels. Au total, depuis 1976, selon les données de la région, elles ont causé la mort de 22 personnes. Malgré tous les travaux de sécurisation qui ont été entrepris depuis presque le début de la construction de cette route, on est toujours soumis à des effondrements. Jusqu'à il y a peu, on était sur à peu près une trentaine de jours de fermeture de cette route ou de basculement. En parallèle de tentatives pour sécuriser la route, les élus cherchent une solution plus efficace. Paul Vergès, alors président communiste du conseil régional, s'engage à créer une nouvelle route du littoral. Dans la première version retenue, pour franchir cet environnement accidenté, il imagine construire une 2x2 voies, en grande partie sur une digue sur l'eau à distance de la falaise, et puis une partie à travers la montagne à l'aide d'un tunnel. En plus de cette nouvelle route, pour ne pas tout miser sur la voiture, il porte un projet de tram-train reliant Saint-Paul, Saint-Denis et Sainte-Marie. Ce projet-là, au départ, supposait 900 millions d'euros pour le tram-train et 1,3 milliard pour la route du littoral. Et c'est vrai que finalement, mixer les deux solutions permettait
de réduire la facture de manière drastique. Mais voilà, ce projet complémentaire de transport en commun fait l'objet de plusieurs rapports d'analyse négatifs sur sa faisabilité financière et ses impacts environnementaux, et il finira par être abandonné. Il s'est avéré que la falaise ne pouvait pas supporter un transport ferroviaire. Donc l'étude de faisabilité avait aussi des lacunes. Outre l'aspect financier, qui a été finalement le coup près, bien sûr, mais il y a des enjeux politiques aussi qui ont été convoqués sur ce dossier. Tous ces éléments combinés ont finalement fait capoter ce projet, pourtant très beau sur le papier. Reste donc le projet de nouvelle route littorale. Pour ce projet-là, l'option avec une portion en tunnel envisagée par Paul Vergès s'avère très chère à construire et elle est également écartée en 2008. En 2011, 4 variantes sont sur la table et ce graphique résume pour chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Les deux premières options, qui reposent soit sur un axe en partie terrestre et maritime, soit à 100% sur une digue, sont écartées en raison de nombreux désavantages, ici en jaune et en orange, en termes d'impact sur l'environnement ou de coût. Reste alors d'un côté la V2.2, elle prévoit de faire passer la route en tout viaduc, et de l'autre on a la V2.3, elle prévoit une solution mixte avec à la fois des digues et une portion en viaduc. Alors regardons de plus près. L'option V2.2, tout en viaduc, est à l'époque considérée comme meilleure pour l'environnement et présentant des délais et des risques plus faibles. Effectivement, on a une occupation de l'espace maritime moins important avec un viaduc qu'avec une digue. C'était un des points qui avait été pointé par des instances environnementales en 2011-2013 quand les différentes options étaient sur la table. Toujours selon ce document, de son côté, l'option V2.3 semble avoir un seul avantage principal, un coût moins élevé, ici en vert foncé. Plus la profondeur est importante, à l'endroit où vous devez faire un ouvrage, plus une digue coûte cher et un viaduc devient intéressant. Plus la profondeur est faible, c'est l'inverse. Il vaut mieux faire une digue sur des profondeurs faibles. Et en 2010, Paul Vergès a été remplacé par Didier Robert, membre de l'UMP, à la tête de la région. Entre 2010 et 2012, il tranche en faveur de l'option V2.3, celle avec le grand viaduc et plusieurs digues, et il le justifie par le coût moins élevé et la plus grande possibilité de développement local selon lui. C'était 10% moins cher que l'option tout viaduc. C'était ça le critère de départ. Son nouveau projet ajoute aussi des voies réservées aux bus et des pistes cyclables. Comme le montrent ces images satellites, des travaux de grande ampleur commencent en 2014. Les années passent et des portions de digues avancent, ainsi que le viaduc. L'ouverture est même annoncée pour 2020 au maximum. Ce qu'on ne sait pas à l'époque, c'est que cet objectif ne sera jamais tenu, loin de là. Nous sommes maintenant en 2019, 5 ans après le début des travaux, et voici où nous en sommes. Cette digue a bien été construite, celle-ci aussi, de même que le viaduc. Mais sur toute cette portion d'environ 2,5 km, soit près d'un cinquième de la route, il n'y a absolument rien. En fait, plusieurs obstacles apparaissent entre-temps et ils obligent les autorités à choisir entre revoir complètement le projet ou tout simplement ne pas l'achever, vous allez comprendre. À quelques kilomètres de là, nous voici au cœur de la carrière de Bois Blanc. Vous allez me dire, ok, mais quel rapport avec ce projet de route? Eh bien, c'est l'un des principaux facteurs qui explique l'inachèvement des travaux. Pour mener à bien l'option choisie, et principalement pour construire les digues, il faut de grandes quantités de matériaux. Ce besoin, il est estimé à 12 millions de mètres cubes, et si ça ne vous dit pas grand chose, dites-vous que c'est plus de 5 fois la pyramide de Khéops. Les possibilités d'importer ces ressources de l'extérieur sont très limitées et très coûteuses, alors le plan est de les extraire dans des carrières directement sur l'île. Il n'y a pas réellement de manque de roches à La Réunion. On est sur un caillou basaltique avec un volcan qui produit du basalte régulièrement, donc c'est pas une denrée rare à La Réunion. Il y avait l'idée d'ouvrir une carrière à Saint-Leu, ce qu'on appelle la carrière de Bois Blanc, d'où on devait extraire 7 millions de tonnes de roches pour pouvoir finalement construire cette fameuse digue. Mais très vite, des problèmes vont apparaître. Les quantités nécessaires ont été sous-estimées selon la Chambre régionale des comptes, et une partie des sites de carrière qui étaient envisagés pour extraire une partie des matériaux sont contestés par des associations écologistes et des habitants qui craignent des nuisances et des impacts sur la nature. Tant qu'il y aura une personne debout, il n'y aura pas de carrière à Bois Blanc, parce que déjà, il y a des risques sanitaires pour nos enfants, pour nos familles, pour les personnes âgées et les enfants en bas âge également, et ça on ne laissera jamais passer. L'ouverture du site de Bois Blanc par exemple est bloquée par la justice en 2018, notamment au motif qu'elle pourrait provoquer la destruction d'habitats de plusieurs espèces protégées. Donc c'est les entreprises qui devaient construire les digues qui devaient obtenir les autorisations pour exploiter les matériaux, donc effectivement il y a eu des difficultés qui nous sont remontées assez rapidement. Les agriculteurs de tout temps devaient mettre les cailloux sur le côté de leur champ, et donc on a utilisé cette ressource plutôt que d'ouvrir une carrière. Donc l'ordre de grandeur, c'est que 90% des cailloux qui ont servi à la construction des digues proviennent de ces andins, ce qui présentait un intérêt puisqu'on libérait de la surface agricole utile. Même avec un recours à d'autres solutions comme la récupération de pierres dans des terrains agricoles, cela entraîne une insuffisance des matériaux,
selon ce rapport de la Chambre régionale des comptes. On a cherché du côté de l'Afrique du Sud, dans la région du Cap, mais c'était tellement exorbitant finalement de ramener ces roches à La Réunion. Ça allait encore gréver davantage le budget initial, qui était déjà conséquent. Mais ce n'est pas tout. En parallèle, plusieurs parties du chantier s'avèrent beaucoup plus coûteuses que prévu, ce qui entraîne plusieurs conflits entre la région et des entreprises de construction. Il y a eu ce qu'on appelle des modifications de programme pendant la phase d'études qui ont conduit à une augmentation du coût. D'autres sources, c'est le marché public. Généralement, chaque mois, en fonction de l'évolution d'indices de travaux publics national, le coût est actualisé sur une période de plus de 10 ans. Et la différence, en l'occurrence, c'est de l'ordre de 15%. Il y a eu aussi des raisons de surcoût liées aux travaux en tant que tels, des adaptations techniques qui ont été rendues nécessaires. Quand le projet a été présenté, le coût estimé s'élevait à environ 1,6 milliard d'euros au total. En 2022, les estimations passent à 2,5 milliards d'euros. Cela représenterait déjà plus de 50% en plus, ce qui en fait de loin l'une des routes les plus chères du monde par kilomètre. En plus de ça, dès le début du projet, plusieurs associations, mais aussi des scientifiques et des rapports officiels, s'inquiètent des impacts de ce projet pharaonique sur l'environnement naturel de cette partie de l'île. En effet, pour construire cette route sur 13 km, l'environnement du littoral et l'environnement marin doivent connaître d'importantes modifications. Pour n'en citer que deux, la construction des digues entraîne par exemple la destruction de colonies coralliennes et le chantier perturbe notamment la chaîne alimentaire de cette espèce, le grand dauphin de l'océan Indien, considéré comme en danger à La Réunion. La Société réunionnaise pour l'étude et la protection de la nature avait mis sur la table le fait qu'on allait endommager, détruire les espèces protégées, leur habitat naturel, que peut-être les baleines à bosse pouvaient être perturbées par ces travaux, mais aussi la faune qui niche dans les falaises. Il y a des associations qui ont également participé au suivi environnemental du chantier. Je pense Globis, qui est une association qui fait des études et de la recherche sur les mammifères marins notamment, la CEOR qui s'occupe des oiseaux, donc ils ont suivi l'effet du chantier. Plusieurs mesures avaient été annoncées pour tenter de compenser certains des impacts ne pouvant être évités. Le groupe autour de Bouygues avait mis des formes de filets anti-bruit pour pas trop perturber les baleines. Je pense que c'est des demi-mesures pour essayer d'avoir le moins d'impact possible sur les écosystèmes. Mais la Chambre régionale des comptes indique qu'en 2020, sur 15 mesures compensatoires, 10 n'ont pas débuté ou à peine. Ce qui laisse entrevoir ici aussi des coûts supplémentaires potentiels à venir. Troisième obstacle qu'on peut citer, plusieurs acropodes, ces blocs censés protéger la partie digue des phénomènes marins extrêmes, s'avèrent mal posés par les entreprises chargées de le faire. On a quasiment 150 acropodes qui ont été déplacés durant les dernières saisons cycloniques, même brisés, ce qui voulait dire qu'elles étaient finalement un défaut de fabrication. Il faut changer là plus de 800 acropodes, les repositionner, et c'est un coût de 20 millions d'euros. Si on résume, à ce moment-là, on a une route qui a déjà coûté beaucoup plus cher que prévu et qui ne peut pas être finie avec le plan qui avait été prévu par manque de matériaux. Cette route alors inachevée, elle reste très attendue par une partie significative des Réunionnais. En effet, en parallèle du chantier, l'ancien axe routier continue à être de plus en plus emprunté. Si la route est fermée ou si elle est basculée, la seule alternative, c'est soit de faire presque le tour de l'île, ou soit de passer par une petite route de montagne qui prend plus d'1 heure et demie, là où le trajet prend une vingtaine de minutes habituellement, et qui ne peut pas accueillir des transports de marchandises. Alors que faire face aux obstacles que connaît la nouvelle route? En juillet 2021, c'est Huguette Bello, communiste, qui reprend la tête de la région à la droite. Un nouveau rapport est présenté au conseil régional en octobre avec plusieurs nouvelles options, parmi lesquelles ne pas finir la nouvelle route littorale et raccorder les parties existantes, maintenir une solution avec la digue avec les importantes difficultés qu'on a déjà mentionnées sur les matériaux, et le terminer avec un autre type de digue ou un nouveau viaduc de 2,5 km environ. Cette dernière option du viaduc, elle paraît intéressante, mais à ce moment-là, elle est compromise à court terme par le fait qu'entre-temps, Zorit, cette énorme barge construite et acheminée spécialement de Pologne pour le chantier, a déjà été renvoyée en Europe. Finalement, la région décide de mettre en place un plan en 2 temps. D'abord une solution à court terme, corriger les problèmes d'acropodes, mener à bien les finitions des sections déjà bien avancées, et modifier certaines constructions ici pour permettre d'utiliser ces parties, même si le reste de la route n'est pas complet. Une autre source de surcoût, ça a été la résiliation de ce deuxième marché et la nécessité de mettre en service une première phase, donc de créer un raccordement dit provisoire et qui est provisoire de fait, donc qui coûte également de l'argent. Le 28 août 2022, plus de 10 ans après la validation du premier tracé, une portion d'environ 9 km sur 13 est finalement ouverte à la circulation. Il y avait la fierté d'avoir cette nouvelle route, de l'emprunter au moment de son inauguration. On a aujourd'hui à peu près 70 000 véhicules par jour qui transitent sur cette 2x2 voies. Mais les personnes qui souhaitent y circuler doivent toujours passer par une partie de l'ancienne route, ce qui n'aurait qu'une partie des problèmes dont je vous ai parlé en début de vidéo.
Alors qu'est-ce que ça peut donner sur le long terme? En 2022, la région se prononce pour l'option tout viaduc avec une mise en service évoquée pour 2028. Nous souhaitons pouvoir vous présenter prochainement une solution techniquement et financièrement soutenable. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais cette option aujourd'hui retenue rappelle fortement l'une des options présentées dès le départ dans ce graphique qui devait avoir un impact plus faible sur l'environnement, mais un coût plus élevé. On en arrive aujourd'hui au tout viaduc, c'est peut-être la solution la moins pire pour vraiment concilier les besoins en mobilité, sécuriser les usagers et protéger l'environnement. Récemment, en 2025, cet avis de l'autorité environnementale pointe de nouveaux enjeux. Par exemple, comment intégrer d'autres solutions de mobilité pour essayer de limiter le tout voiture et ses impacts en termes d'embouteillage ou de pollution. La volonté de développer les transports en commun, c'est quelque chose qui continue aujourd'hui. Le projet de nouvelle route du littoral permet d'avoir les emprises et également d'avoir la capacité portante pour pouvoir supporter y compris des modes ferrés quand ils seront décidés. Ce qui est quand même important puisque cet axe-là, on n'a pas d'alternative. Nous, à La Réunion, on subit, on est sur le joug des embouteillages et je vois pas là, à l'horizon 15 ans, de solutions ferroviaires émerger parce que ce budget-là est parti dans cette nouvelle route du littoral. Pour être un peu plus complet, on peut préciser que plusieurs affaires judiciaires ont aussi ponctué l'histoire de cette route. Par exemple, autour de la manière dont les groupes de BTP ont été choisis au début du projet. Ou plus récemment, plusieurs sociétés ont attaqué la région pour savoir qui devait payer plusieurs surcoûts des chantiers. On est de l'ordre de 5 à 10% de surcoûts. Et j'inclus également les réclamations des entreprises, donc les sommes auxquelles la région a été condamnée, qui sont relativement modestes par rapport aux demandes initiales des entreprises. Mais on est sur quelque chose d'assez classique par rapport à des marchés de travaux de ce type-là. À ce jour, les nouveaux travaux n'ont toujours pas commencé. L'objectif que la présidente nous a fixé, c'est mise en circulation en 2030. C'est pour ça que la première pierre, tout ça, ça va être les premiers travaux au niveau de la possession, là, au deuxième semestre de cette année. Et puis ensuite, viendra la petite extension de la digue, et enfin le viaduc et les finitions. Alors, il y a quand même un aspect positif, c'est vraiment que c'est la sécurisation. C'est vraiment l'aspect dont on peut être fier. Il faudrait peut-être mieux concilier les études de faisabilité, les décisions politiques qui doivent pas être le corollaire de grands mandats électoraux, mais aussi répondre à des vrais besoins d'enjeux du territoire, d'aménagement et peut-être garder vraiment cet aspect protection de l'environnement, non pas en filigrane, mais toujours comme un élément aussi moteur de toute opération d'aménagement. J'espère que cet épisode vous aura appris autant de choses qu'il m'en a appris. Bien sûr, c'est un sujet avec énormément de choses à raconter, donc on n'a forcément pas pu tout dire, on a essayé de résumer les points importants. Si vous êtes de La Réunion, n'hésitez pas à compléter ou à nous dire ce que vous pensez de ce projet. Et pour cet épisode, je voulais remercier tout particulièrement ma collègue journaliste Azilis qui a beaucoup travaillé sur cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.